Alors, bonjour à tous, je vais démarrer vite. Donc l'ESG, donc plus qu'un nice to have, hein. Aujourd'hui c'est au-delà de la régulation, au-delà des attentes utilisateurs, c'est vraiment quelque chose qui fait corps avec les business models des entreprises et surtout des institutions financières. Donc aujourd'hui, pas de ESG sans données et le travail des données, c'est de données aussi nouvelles, en complexe et en nombre. Donc des besoins de technologie et d'IA pour pouvoir être performants sur l'exploitation de ces données. Donc avec moi aujourd'hui 4 personnes que je vais laisser se présenter. Bonjour, alors je m'appelle Bruno Blavier, je suis chez Swiss Life Asset Manager France, donc c'est une société de gestion qui a à peu près sur sa filiale française 60 milliards d'euros sous gestion, dont 20 milliards en immobilier, qui est la classe d'actifs dont je m'occupe en tant que directeur ESG. Et mon activité consiste bien sûr à assurer la base de l'ESG, c'est-à-dire le reporting, la conformité réglementaire, la qualité des data dont on va parler, mais aussi et surtout à avoir un impact sur nos investissements et la qualité ESG de nos actifs pour répondre à la demande donc de nos clients investisseurs, mais aussi de nos clients locataires, puisque dans le monde de l'immobilier, on a des clients finaux en direct. Vincent ? Oui, bonjour à tous. Donc Vincent Decas, je suis directeur du pôle conseil chez Digital for Better, qui édite la solution Frugger, qui est une solution Green IT. Voilà, on est à peu près 40 personnes, créées depuis 5 ans. Et puis, du coup, on est sur un sujet ESG-IA. Donc moi, je vais parler un peu plus de numérique responsable, de Green IT, avec un léger paradoxe dans le titre de la conférence, et on en parlera un peu plus après. Et bonjour à tous, Grégoire Hugues, enchanté. Je suis le CEO et fondateur de WeFin. WeFin, on est une fintech, mais on est d'abord une société à mission. La mission de WeFin, c'est d'accompagner les institutions financières pour les aider à intégrer la durabilité dans leur core business. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec des banques, des gestionnaires d'actifs, assureurs, fonds de pension, et dans leurs activités d'investissement et de financement, dans le cœur de leur métier, on les aide à intégrer le plus de durabilité possible à l'échelle, donc à l'échelle de milliards ou des fois même de centaines de milliards d'investissements. Et comment on fait ça? On a une plateforme tech qui va les aider à faire deux choses. Intégrer plein de données ESG, donc on en reparlera parce que forcément on parle d'IA quand on parle d'intégration de données ESG, et faire plus, c'est-à-dire utiliser très concrètement ces données pour investir et financer d'une manière durable. Et là aussi, il y a de l'IA qui va intervenir et qui peut permettre d'améliorer la promesse de valeur qu'on avait à la base. Nous, on n'est pas une société née avec l'IA, on est une société qui a une mission business, mais l'IA, c'est un formidable accélérateur pour ce sujet de l'ESG, et on en reparlera, je pense, qui est très quanti et quali. Alors, WeFin, c'est 80 personnes. Aujourd'hui, on a fait 3 levées de fonds, la dernière il y a un mois, et on travaille avec une quarantaine de clients dans les institutions financières et 4 pays en Europe. Voilà. Bonjour, donc Adrien Zeppeni. Donc moi, je suis Chief Data et AI Officer du groupe Crédit Agricole. C'est une banque, donc, unie et décentralisée, 154 000 collaborateurs, 54 millions de clients, premier financeur de l'économie, on peut le dire. Et donc moi, au sein de cette banque-là, donc j'assume au sein de la tête de réseau qui est Crédit Agricole SA, des fonctions de gouvernance sur le périmètre Data IA, à la fois au sens métier et au sens IT. J'accompagne aussi les transformations des équipes technologiques dans ces domaines-là. Et puis, j'ai par ailleurs un Data Lab et une AI Factory Group qui, là aussi, jouent à la fois un rôle pionnier en matière de développement de solutions innovantes et industrielles. Et évidemment, il va sans dire que pour nous, les usages de la data et de l'IA, ça doit forcément être aligné avec la raison d'être qui est agir chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société. Donc, on développera après, effectivement, ce que ça veut dire en termes de ESG. Merci à tous les 4. Alors moi, je ne me suis pas présentée, je suis Stéphanie Thierry et donc je suis l'associée d'un cabinet qui s'appelle Spinpart et qui fait du conseil en management et qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Alors avant de parler des données ESG, il faut parler ESG et du coup, comment effectivement l'ESG vient structurer maintenant l'activité des entreprises. Donc peut-être Aldric, au sein du Crédit Agricole, comment justement le Crédit Agricole est en train de changer pour intégrer l'ESG dans son cœur business. Effectivement, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'est quelque chose qui est complètement transverse et qui va concerner non seulement tous les métiers qui vont être en service à la clientèle, mais au-delà de tous ceux qui sont en service à la clientèle, ceux aussi qui fournissent du support. Donc ça, moi, par exemple,
Effectivement, quand je discute avec les fonctions IT, évidemment qu'ils ont leur contribution et leur écho en matière de Green IT notamment à apporter, mais aussi en termes de services à rendre aux clients en termes de transition. Nous, de manière très simple, on considère que l'ESG, il y a une façon de le voir qui est la vision un petit peu réglementaire. Évidemment, il faut être conforme aux réglementations. Mais quelque part, c'est un peu le nouveau KYC. C'est-à-dire que l'ESG, c'est un peu le KYC de demain, dans le sens où bien connaître d'un point de vue ESG ses clients, c'est avoir une capacité à les accompagner dans l'ensemble des défis qu'ils vont devoir rencontrer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même énormément des défis. On en développera quelques-uns, mais ne serait-ce que s'adapter, par exemple, au changement climatique, c'est un défi majeur. Et sans ça, sans la connaissance ESG des clients, et ben, le groupe Crédit Agricole ne peut pas les accompagner comme il faut pour surmonter ces défis qui ont une large portée sociétale. Bruno a un exemple aussi pour Swiss Life France et comment l'ESG s'intègre et quelle est la problématique que vous avez vis-à-vis de la techno et de l'IA, justement. Alors, l'intégration de l'ESG dans le business, ça a été notre préoccupation des 3 dernières années. Aujourd'hui, nos gérants sont totalement responsables et autonomes du coup sur tout ce qui est documentation, analyse de la performance ESG de leurs fonds et communication de celle-ci. Ça a été un vrai travail de formation et typiquement, pour pouvoir bien analyser la performance ESG d'un actif ou d'un portefeuille, il faut non seulement avoir des données fiables, mais il faut aussi avoir accès à du benchmark qui peut être soit interne, soit externe. Et en fait, bien maîtriser toutes nos sources de données et être capable de créer des comparables, ça a été une grosse partie des développements qu'on a fait, alors soit en interne via des tableaux de bord, soit en s'appuyant sur des plateformes qu'on a achetées, notamment la plateforme principale sur laquelle on s'appuie qui est DeepKey. Alors, du coup, Vincent, si on passe un peu sur les enjeux autour de la donnée, quelles sont les difficultés d'usage qu'on peut avoir aujourd'hui et comment les résoudre? Alors, effectivement, le gros sujet, c'est l'ESG et RSE, qui ne sont pas forcément synonymes. On en discutait avec Bruno. Donc, là, on parle beaucoup d'ESG dans le pilotage financier des investissements. Moi, je l'associe quand même fortement à la partie RSE, qui est une vraie gouvernance, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il y a de la réglementation, la CSRD, son atténuation ou pas selon le point de vue avec Omnibus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une grosse complexité dans le reporting, voilà, que ce soit dans la démarche RSE interne ou dans la démarche ESG investissement. Donc c'est comme ça qu'on a créé la solution Fruger aussi au départ. C'est tout simplement pour automatiser un certain nombre de collectes d'informations, pour calculer une empreinte. Alors je vais prendre l'exemple du carbone pour la partie environnementale, mais il y a aussi l'eau, l'énergie, toutes les ressources abiotiques. Donc voilà, on a créé ça déjà pour automatiser, fiabiliser cette collecte plutôt que d'être manuel ou d'avoir un risque d'erreur sur ces données-là. Et ensuite poser cette mesure-là et bien sûr des recommandations. L'idée dans la partie, la thématique aujourd'hui, c'est l'IA avec le l'ESG. Donc évidemment, l'IA est une autre manière d'apporter de la productivité dans ce reporting, en tout cas dans cette chaîne de valeur pour produire ce reporting. Donc l'IA, évidemment, a toute sa place, mais attention, et j'y reviendrai un peu après, sur comment collecter l'information, comment automatiser ce reporting. Donc ça, c'est la vision effectivement outillage des entreprises à travers la CSRD reporting, mais finalement, les nouvelles technologies ou l'IA sert également aux investisseurs, aux fonds, aux assureurs qui, effectivement, eux, doivent prendre des décisions sur ces données qui leur sont remontées. Voilà. Merci. Grégoire, en fait, là, du coup, quel est l'apport de WIFIN aujourd'hui et comment ça répond à ces enjeux? Ça fait une transition parfaite avec l'idée de prendre des décisions avec des données ESG. Le métier de WIFIN, vous l'avez compris, c'est de créer la technologie qui permet de prendre des décisions d'investissement et de financement sur base notamment des données de durabilité. Alors il n'y a pas que ça, mais nous, on se focalise là-dessus. On se focalise là-dessus parce que il y a une spécificité métier très très forte sur l'ESG. On doit comprendre un très grand nombre de thématiques, du climat, de la biodiversité, le social. À chaque fois, c'est une expertise en soi qu'il faut acquérir.
Alors du coup, technologiquement, avec nos clients, on fait 3 choses et je vais profiter de ces 3 choses pour vous expliquer 3 cas concrets qu'on a d'IA aujourd'hui dans nos systèmes qui nous a permis de nous améliorer aujourd'hui et de délivrer plus pour les clients. Si vous décomposez le process de durabilité, si vous dites que vous êtes un investisseur ou un financeur durable, en gros, vous devez déjà réunir des données. Aldric en a parlé, c'est clé. Alors réunir des données sur les entreprises, sur les clients et créer votre golden source. Vous devez intégrer ça dans des process de décision, d'investissement, d'analyse, et ensuite il faut reporter et il faut rendre compte de ce qu'on a fait. Donc la plateforme de WeFin, elle permet de faire ces 3 choses. Dans la partie data, dans l'idée de la golden source, on pourrait penser que l'IA, ça ne sert qu'à collecter mieux. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de données. Souvent, l'information, elle est omniprésente. Je vais vous donner un exemple pour un client qu'on a, pour un grand groupe bancaire. 23 sources de données qui sont disponibles dans le groupe. Plus de 10 000 points de données par entreprise. Et dans ces données-là, il y en a moins de 10% qui sont utilisés au quotidien par les différentes équipes. Et ça, en fait, ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'utilisation de ces données. Et il y a un problème d'utilisation parce que ces données, elles sont compliquées fonctionnellement à comprendre. On doit lire des centaines de pages de méthodologie, elles sont très hétérogènes, pas du tout normalisées. Et là-dessus, nous, on a utilisé l'IA pour créer un catalogue de données qui va permettre fonctionnellement de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser chaque donnée. Et ça, on ne peut pas le faire sans IA, hein. Il y a une espèce de barrière de massification. Il y a un quart du staff de WeFin qui sont des experts fonctionnels et qui sont très bons sur les données ESG, mais à un moment, on a cet effet massification. Mais plus intéressant, ensuite, quand on creuse dans les process, quand on veut faire de l'ESG, on va par exemple vouloir exclure certaines activités, améliorer d'autres, faire transitionner des entreprises. Et là-dessus, l'IA, ça peut être très fort. Par exemple, on l'a utilisé, nous, pour créer un process d'exclusion du charbon. Imaginez, vous êtes un analyste financier et vous voulez sortir du charbon, vous ne savez pas comment, quel point de données. Eh ben, il y a 15 sources de données différentes qui peuvent vous apporter de l'information. Plus de 200 KPI, lequel vous choisissez, comment vous utilisez cette donnée-là. Eh ben, on a remarqué que quand on utilise une IA et qu'on intègre toutes ces données-là quantitatives et qu'on met finalement toute l'expertise dont on a besoin, l'IA peut générer d'elle-même en 5 minutes. Alors bien sûr vérifié par un expert, hein, il ne faut pas du tout l'utiliser en tant que tel tout seul, mais en 5 minutes, elle peut vous donner une recommandation d'exclusion charbon, de pourcentage à exclure, de type d'indicateur à utiliser, de comment bien les utiliser en fonction de votre contexte et des données que vous avez disponibles. Ça, c'est clé parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse barrière, cette barrière fonctionnelle et de temps, pour pouvoir déployer plus de durabilité dans le secteur financier. Puis après, effectivement, ça peut être un gain de temps aussi, l'IA, tout simplement pour produire des reportings et autres. 80% du temps d'un analyste financier, un analyste ESG, pardon, c'est de faire du reporting. Donc là-dessus, il y a un temps immense à gagner. Et ce qu'il faut se dire, et nous, on croit beaucoup à ça, c'est que l'IA, elle permet de faire un pont entre les données quantitatives qui sont omniprésentes en finance durable et des process très qualitatifs qui sont nécessaires pour pouvoir bien analyser la stratégie des entreprises et bien les financer d'une manière durable. Et c'est là où je pense que l'IA va vraiment pouvoir apporter beaucoup. Et en tout cas, nous, on l'utilise à plein et on est très excités à l'idée de pouvoir améliorer notre solution encore dans les prochaines années avec cette technologie. Merci Grégoire. Alors justement, puisqu'on est dans les exemples très concrets, Bruno, est-ce que tu veux nous en donner quelques-uns ? Oui, avec grand plaisir. Alors, comme j'ai dit en introduction, nous, on part d'une fonction de base qui consiste à collecter de la donnée pour analyser la performance et faire du reporting, mais avec l'objectif d'avoir un impact sur la performance de nos portefeuilles. Et donc, je vais vous prendre 2 exemples. L'un, en quoi l'IA nous aide à collecter plus de data ou de la meilleure data. 2, comment ça nous aide à prendre des décisions. Pour ce qui est de la collecte de data, typiquement, si vous voulez connaître la performance énergétique d'un actif immobilier, en fait, souvent, il faut tout simplement retourner à la base, c'est-à-dire à l'énergie qui est facturée sur le bâtiment. Et ça peut s'automatiser. En tout cas, c'est ce qu'à l'intérieur de la solution d'IPI, on trouve depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire que la possibilité pour la solution d'aller sur des espaces clients de boîtes d'énergie, télécharger des factures, les lire automatiquement, interpréter cette donnée, et puis nourrir les plateformes avec cette donnée. Mais on a aussi d'autres cas, typiquement quand
quand on veut avoir plus de détails sur comment fonctionne un bâtiment, qui est-ce qui est consommé par quel locataire, par quel usage, eh bien, il y a une technologie qui s'appelle la mesure non intrusive et qui permet, en fait, sur un compteur général, d'analyser le signal électrique et d'en déduire les différents usages qui sont faits et donc, du coup, les différentes quantités d'énergie par usage. Typiquement, ça, c'est un usage intéressant de l'IA parce que ça évite d'aller poser des capteurs, des compteurs partout dans un bâtiment. Donc voilà. Et sur un aspect, on va dire, plus social ou gouvernance, typiquement, on est à la recherche de savoir, par exemple, est-ce que les partenaires avec qui on travaille sont des partenaires fiables, que ce soit en property management, en travaux. Est-ce qu'on a à craindre de travailler avec ces gens-là, donc des solutions comme celle d'Ecovadis ou de Reprisk qui permettent d'analyser la réputation des entreprises, de voir dans quel cas elles ont été exposées, à quelles controverses, etc. C'est des solutions qui utilisent aussi l'IA pour générer leur scoring et pour, on va dire, créer des flux, des pistes d'indices qui permettent de conclure à oui ou non, est-ce qu'on devrait pousser une analyse ensuite plus manuelle. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc ça, c'est sur la partie obtenir plus de données plus facilement. Et sur la partie avoir un impact, en fait, on a besoin du coup, c'est ce que disait Grégoire, d'être en mode décision. Donc typiquement, sur nos portefeuilles immobiliers, on a besoin de savoir si on doit rénover énergétiquement un bâtiment ou si on doit prendre des actions pour le rendre plus résilient aux risques climatiques qui soient déjà avérés ou projetés. Est-ce que ça va être créateur de valeur? Est-ce que ça va être destructeur de valeur? Est-ce qu'il y a une élasticité, par exemple, possible sur les loyers, sur la valeur de sortie, sur les taux de financement, etc. On a besoin aussi de savoir quel est le bon moment pour le faire, compte tenu du cycle de vie technique des composants qu'on peut avoir sur un actif. Et donc, pour tout ça, on a besoin on va dire de prendre des décisions à la fois sur un très grand nombre d'actifs et à la fois très rapidement. Et à chaque fois, en fait, de se dire, est-ce que l'analyse s'arrête là ou est-ce qu'on a besoin de creuser? Et donc de passer sur quelque chose de plus manuel. Mais un audit énergétique, ça coûte à peu près 10 000 € par actif. On n'a peut-être pas envie de dépenser ça sur chaque actif avant de savoir à peu près ce qu'on voudrait faire et à peu près combien ça nous coûterait. Et donc là, typiquement, il y a des solutions qui existent et qui permettent, grâce à l'IA et une modélisation, on va dire, pertinente mais simple des bâtiments et de leur fonctionnement, de savoir à peu près, d'une part, quelle est la performance actuelle, d'autre part, comment elle s'explique, et enfin, quelles seraient les actions les plus pertinentes, à quel coût et avec quelle efficacité. Et ça, c'est déjà une très très bonne approche. Donc là, on a vu que sur le marché, donc aussi bien dans Deepti, mais aussi d'autres acteurs qui se spécialisent, on va dire, sur cette phase plus opérationnelle de l'ESG, il y a tout un tas de sociétés qui ont émergé récemment et qui proposent des cas d'usage très très intéressants. Donc, je pense à des boîtes françaises comme Citowi ou une boîte suisse comme Optimal. Donc nous, en tant que société de gestion, effectivement, là on est plus dans un cas où l'IA, on en est utilisateur au travers de solutions qui nous aident à prendre des décisions. Merci Bruno. Aldric, pareil, pour Crédit Agricole, quelques exemples concrets? Alors, je vais d'abord donner trois usages, mais plutôt un usage qui est de niveau gouvernance. Il faut voir que la data ESG, c'est quand même un sujet assez nouveau finalement à l'échelle de la data dans des banques. Et donc, un des défis qu'on doit relever, et ça a été plus ou moins évoqué par rapport à la diversité des sources de données, c'est que quand vous êtes dans une banque comme le Crédit Agricole, qui a un ADN assez profond de décentralisation, vous avez probablement des milliers de sources de données possibles. Et donc, il y a forcément un enjeu qui consiste à les référencer, à mutualiser, parce qu'en cherchant bien, il est fort probable qu'on achète plusieurs fois la même chose, voire au même broker. Et puis à les maîtriser. Ça a été plus ou moins dit en filigrane, mais c'est vrai que le monde des brokers, de la data, c'est assez compliqué. Et donc, maîtriser la qualité de ce qu'on reçoit et finalement, ne pas croire sur parole juste parce qu'on a mis des engagements contractuels ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est clé quand on acquiert de la donnée ESG. Et donc cet enjeu de gouvernance-là, on est en train effectivement de l'intensifier pour donner un réflexe qui n'est pas forcément natif dans le groupe, qui est quand j'ai besoin de quelque chose en termes d'ESG, je fais une recherche, ce qui suppose de mettre en place une sorte de data marketplace avec l'ESG. Alors il y aura d'autres données que l'ESG,
Voilà. 2, si ça n'existe pas, ou en tout cas que l'IA de recherche m'a indiqué qu'il n'y avait pas trop d'alternatives ou de solutions pour couvrir le besoin, de proposer spontanément de le faire en commun et pas uniquement sur son propre silo, sa verticale métier, ce qui évite justement que tout le monde finalement ait des sources différentes avec des écarts, avec une qualité peu maîtrisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes de captation, on voit là qu'il y a les rapports CSRD, certaines entreprises, même si ça a été un peu assoupli, commencent à publier. Nous, on a considéré qu'il y avait un enjeu assez fort justement à unifier la collecte quantitative et la collecte qualitative au travers des rapports CSRD. Et donc, c'est un terrain d'utilisation. On a des agents qui travaillent là-dessus en collaboration avec des chargés d'affaires ou des collaborateurs pour aller capturer en fait la donnée, rendre la main aux collaborateurs pour qu'ils valident et qu'ils authentifient la qualité, notamment en allant comparer les bonnes prises d'informations dans les écrans ou dans les pages d'où viennent les informations. Et puis après, on a essayé de mettre en place une sorte de logique vertueuse de réseau de validateurs qui remettrait en partage la donnée capturée dans une espèce de gisement que tout le monde pourrait aller consulter par la suite. Donc ça, collecte de données. Et puis après, sur l'usage, effectivement, là, on en parle assez facilement, mais il y a 2-3 ans, quand on a commencé les premiers usages Data ESG, la réalité, c'était quoi? C'est que tout le monde avait bien compris qu'il fallait qu'on modifie nos trajectoires carbone en tant que banque ou assurance. On a tous pris des engagements là-dedans. En revanche, on avait moins la conscience collective que quel que soit le scénario du GIEC, dans tous les cas, y compris dans le plus optimiste, il faudrait s'adapter. Et donc assez rapidement, nous, on est allé vers un schéma en disant il faut qu'on fasse conscientiser à nos collaborateurs le fait que, ce qui finalement est assez macroscopique, quand vous êtes sur un scénario du GIEC, c'est les choses, l'Europe du Sud à 30 ans, bon, ça parle à pas grand monde. Si vous arrivez à descendre ça, et c'est ce qu'on a fait en premier, quel changement très concret d'un point de vue météorologique et puis après d'un point de vue risque vous avez à l'échelle tangible, souvent c'est celle de la commune, l'échelle tangible. Donc on a fait des applications de cartographie basées sur l'open data et de la data ESG. Et puis après on a modélisé aussi un certain nombre de risques, retrait gonflement des argiles, retrait du point de côte, inondation, submersion, stress hydrique. Bon j'arrête, après ça devient un peu anxiogène. Évidemment impact sur les rendements agricoles. Et ça, c'est particulièrement important parce que ça met en fait nos collaborateurs dans une logique qui est celle de dire « Ok, j'ai vu que de toute façon, à horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faudrait un effort d'adaptation et c'est là-dessus que je dois accompagner mon client. » Et donc ça, c'est un usage qui est à très haut potentiel parce que comme je dis, maintenant, il faut que dans toutes nos pratiques, le crédit, l'investissement, on aille effectivement on ait cette logique de dire « Il faut qu'on aide les clients à passer les défis qui sont liés au risque climatique, plus globalement tous les défis de notre temps, santé, vieillissement de la population, désenclavement des territoires. Et donc nous, on considère que ces usages-là, ils sont vraiment fondamentaux, d'abord en appropriation des collaborateurs, pour accompagnement des clients à un second temps. Merci beaucoup. Alors, sur un thème complémentaire, on peut dire que l'IA et les technologies en général, les principes de pratique de ces disciplines peuvent venir un peu se télescoper avec l'ESG lui-même, c'est-à-dire est-ce que c'est propre ou est-ce que c'est pas propre, en clair. Du coup, chez WeFin, Grégoire, vous gérez ça comment? Alors, je vais vous faire une confession déjà. Effectivement, quand j'ai vu arriver l'IA, il y a plusieurs années, on était en 2018 quand on a lancé WeFin, donc il y avait déjà une première vague. La première chose que je me suis dit, c'est que je voulais pas en faire. Il y a une raison simple, un des problèmes majeurs de la finance durable aujourd'hui, c'est l'effet boîte noire. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué de gérer les sujets dont Aldric vient de parler, de les gérer tous ensemble, quand on parle de stress hydrique, de biodiversité, de climat, et qu'on traite des actifs très compliqués parfois, on se retrouve souvent avec des métriques qui sont pas très compréhensibles. Et moi, j'avais peur que l'IA apporte de la boîte noire à la boîte noire. Et en fait, après quelques temps, ça aurait pu être un risque de non-transparence finalement et de non-explicabilité dans un domaine qui est naissant, la finance durable, et qui a besoin de beaucoup de pédagogie et d'explicabilité.
Et en fait, la façon dont on a utilisé l'IA en interne, via ce que je vous ai expliqué sur le data catalogue, via finalement un apport de nos experts chez nous fonctionnels, et c'est une façon pour nous de diffuser notre expertise à très grande échelle, c'est au contraire très vertueux. Donc moi je crois beaucoup maintenant au fait que l'IA comporte plutôt une opportunité plutôt qu'un risque pour un secteur, le SG, qui est encore en cours de... Enfin, c'est très nouveau, en fait, finalement, c'est en cours de création et qui a besoin finalement de cet apport technologique pour pouvoir faire mieux. Et au final, si on regarde les usages qu'on vient de décrire de quantitatif et de qualitatif et de cette capacité à joindre les deux et de la nécessité en fait de joindre les deux pour pouvoir aller toucher tout un groupe comme le Crédit Agricole ou tout un asset manager ou tout un business, moi je pense beaucoup au fait que c'est plus une opportunité qu'un risque pour la finance durable aujourd'hui, l'ESG, même si forcément qui dit usage responsable, et il faut utiliser l'IA là où on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans. En particulier, quand je disais créer une politique d'exclusion charbon en 5 minutes plutôt que 10 jours, c'est un gain énorme, et c'est un gain énorme que l'analyste ESG peut utiliser à faire autre chose de plus intéressant, aller chercher des clients, aller améliorer les pratiques des entreprises et finalement utiliser l'ESG pour transformer le monde et la planète. Alors, en complément, Vincent, quelle approche vous proposez chez Digital4B et comment aussi compléter la réponse à ce sujet? Alors effectivement, c'est un sujet, donc je rejoins Grégoire, l'IA est présent, c'est déjà largement utilisé, à bon escient ou pas, on est en phase de découverte, donc on expérimente tous. Il y a évidemment l'IA for good et l'IA gisement de productivité sur un domaine complexe, l'ESG, qui a été dit et rappelé, sur des données quantitatives mais surtout qualitatives, et l'IA, je pense, est là pour effectivement donner le meilleur des deux. Moi, je rappellerai, alors du coup, un peu notre raison d'être à nous, chez Digital4Better et avec Frugger, c'est de raison garder sur l'usage de l'IA, mais de manière objective sur son impact. Donc, c'est de maîtriser à travers un cadre, ce qu'on appelle, nous, chez Digital4Better, une IA conscientisée, et puis comment aider à avoir une IA efficiente. Efficiente ne veut pas dire efficace, efficiente, c'est avec des ressources limitées, être le plus à l'objectif réel du besoin sur des données et des ressources limitées, et puis une gouvernance appropriée. Donc ça, c'est un cadre de réflexion qu'on apporte effectivement à nos clients. Pourquoi ? Parce que nous, on est foncièrement dans l'empreinte du numérique, tant effectivement environnementale. On passe sur un facteur de x10 par rapport au numérique actuel avec l'IA. Donc on sait, vous avez peut-être vu, une requête ChatGPT, c'est à peu près 10 fois plus d'émissions carbone qu'une requête Google. 25 prompts successifs, c'est plus d'1 demi-litre d'eau en termes de réfrigération du système des serveurs qu'il y a derrière. Alors j'ai une donnée ancienne sur ChatGPT 3, mais l'usage en 2023 d'un mois de ChatGPT 3, c'est 10 000 tonnes de CO2 d'émissions. Alors évidemment, maintenant en 2025, on est largement au-dessus. Avec 4O et les autres modèles. Donc c'est ça dont il faut avoir conscience. Et c'est pour ça que je parlais du paradoxe apparent. On parle d'ESG au sens financier et on utilise l'IA qui par vraiment nature et construction est ultra consommatrice, y compris en énergie, donc en coût financier aussi, parce qu'on n'a pas parlé forcément du coût, mais c'est évidemment un coût qu'il faut pouvoir maîtriser. C'est en ça aussi qu'avec Frugger, on essaie de marier une optimisation financière avec des soucis environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est tout ce qu'on essaie de mettre en œuvre. Donc nous, on a les démarches de calcul d'empreinte numérique. L'IA, c'est les mêmes serveurs, c'est les mêmes réseaux utilisés, c'est les mêmes PC ou applications. Donc on applique ça simplement sur des facteurs d'émission qui sont différents, parce que les cartes GPU ou NVIDIA, ça n'a pas la même consommation, pas la même empreinte. Donc c'est ça que l'on tente de mettre à jour. Et après, il faut effectivement avoir un use case approprié ESG, peut-être avec des bases de données, avec des RAG, avec approprié, effectivement, dans des cas bien précis, éviter peut-être les modèles génériques qui sont effectivement plus consommateurs, y compris en termes de données d'entraînement. Donc c'est autant de sujets qu'il faut savoir maîtriser par un cadre de réflexion quand on a un cas d'usage métier ici, ESG avec de l'IA, mais ayons cette grille d'analyse et de pertinence. Ça, c'est la partie un petit peu environnementale, calcul. La partie mise en pratique et reporting, c'est de se dire aussi quelle certification, confiance on a dans un rapport qui pourrait être de plus en plus à la main d'une IA.
pour un tout autre sujet différent, mais je voyais pour une collectivité un rapport de la commission du Sénat pour émettre des conseils sur l'utilisation de l'IA pour les collectivités. En fait, c'est un rapport qui a été généré par l'IA, par le chat de Mistral. Voilà. Et donc, ils ont assumé, alors c'est peut-être une mise en perspective, mise en abîme, de dire, voilà, on peut vous donner des recommandations qui sont pertinentes en soi, mais générées 100% par l'IA. Voilà. Qu'en faisons-nous? Si on imagine que les rapports ESG sont à 99% produits par l'IA, le fameux sujet de boîte noire, confiance, explicabilité, auditabilité d'un tel rapport. Donc c'est une vraie question éthique quand même que pose. Certes, on a des gains de productivité, mais mettre l'humain de côté, même s'il y a un contrôle potentiel de l'humain, c'est quand même un risque de confiance, de traçabilité, d'auditabilité. Et puis, je n'oublie pas aussi les collaborateurs et collaboratrices dont le rôle, analyste ESG ou pas, est de les faire, de le produire. S'approprient-ils? Comment s'approprient-ils? Comment sont-ils accompagnés pour utiliser l'IA aussi dans leur métier? C'est aussi un vrai sujet aussi en interne. Merci Vincent. Alors du coup, Crédit Agricole, vous, comment vous abordez la problématique? Déjà, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que l'IA, ce n'est pas un truc en suspension en dehors de l'entreprise. Donc, pour nous, la boussole, c'est toujours la raison d'être. Donc, agir chaque jour dans l'intérêt du client, de la société. Et donc, forcément, on ne sort pas de ce cadre-là quand on applique et on utilise de l'IA. On n'a pas besoin de réglementation pour ça, c'est-à-dire que ça part d'engagement volontaire. Nous, il y a très longtemps, en fait, on s'est appliqué quelque part des normes d'un point de vue méthodologique. On s'est d'abord fait certifier par l'organisme qui s'appelle le LNE. On s'est fait labelliser aussi par un organisme qui s'appelle Labelia. Ces décisions-là datent d'il y a 3-4 ans, donc on était encore très loin d'avoir les débats qu'on a là sur l'impact de l'IA. Ça a été dit, et le point de démarrage pour moi, c'est vraiment de se dire, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on choisit de faire avec cette technologie-là? Et une fois qu'on a choisi un sujet, est-ce que réellement l'IA, et à plus forte raison l'IA générative, est utile, opportun, justifié par les enjeux en fait, de ce qu'on veut faire? Et donc rien qu'avec ça, oui, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur l'utilisation de la donnée ESG, aujourd'hui, compte tenu de la fiabilité de ces données-là, vous n'avez pas besoin d'IA ultra sophistiquée pour faire des prédictions. Vous pouvez avoir de la modélisation quantitative simple, qui a évidemment un impact environnemental très très inférieur à l'utilisation d'une IA ou d'une IA générative. Vous avez besoin de trier un email, vous n'avez pas besoin d'une IA générative pour faire ça. Vous pouvez faire une modélisation machine learning ou deep learning classique. Il faut se détendre en plus, parce qu'on parle d'impact, mais de quoi on parle? Nous, on mesure sur nos traitements tous les consommations énergétiques, que ce soit des traitements classiques de data ou des modélisations. L'apprentissage d'un modèle qui sert à classifier des emails, 50 grammes. 50 grammes d'un équivalent carbone, c'est 2 grammes de viande de bœuf. Donc, oui, il faut se détendre un peu parfois. Et donc, moi, je cherche à relativiser aussi ça. En revanche, si on l'avait fait avec de l'IA générative, ça aurait probablement changé le débat et ce n'était pas justifié de le faire. Et donc, il y a vraiment un sujet qui est l'adéquation de la technologie que j'utilise avec les enjeux que je vise et quelque part une sorte de principe de frugalité maximale. Alors après, soyons très clairs, on est des banquiers. Ce qui va bien, c'est qu'en général, la frugalité est plutôt alignée avec l'enjeu financier. Plus c'est frugal, moins ça coûte cher. Donc c'est quand même pas plus mal quand ça fonctionne comme ça. Et donc clairement, nous, on est sur cette logique et c'est de manière très pragmatique. C'est-à-dire, quand je dis sur tous nos traitements, par exemple, quand on fait des développements, dans notre chaîne d'intégration continue, on a le module EcoCode, pour lequel on est contributeur d'ailleurs dans la communauté open source, qui prescrit sur les développements data et IA les choses qui effectivement ne sont pas vertueuses d'un point de vue impact environnemental, celles qui le sont davantage. C'est-à-dire que tous nos développeurs passent obligatoirement par cet outil-là pour en fait délivrer en production. Pareil, dès qu'on a un traitement, un service, une infrastructure, on en mesure la consommation énergétique. Alors, je ne dis pas volontairement empreinte carbone, parce que l'empreinte carbone, un ChatGPT, personne ne sait ce que c'est. Donc, personne ne sait calculer un truc pareil. On peut l'approcher, l'approximer. Du coup, on a renoncé. On se dit plutôt qu'il faut trouver des échelles de valeur. Et vous voyez très clairement, par exemple, que quand vous avez une architecture qui utilise, mettons, un Claude 3.7 d'Anthropic, et une autre qui est sur une modélisation quantitative, vous voyez tout de suite les effets d'échelle où ça consomme tout de suite 50 ou 100 fois plus, quoi. Voilà. Et c'est des mesures très concrètes parce que c'est des sujets, et on le sait tous, où on ne peut pas se contenter des déclarations. Et donc le concret pour moi, c'est au quotidien modifier les méthodologies,
modifier les pratiques des développeurs, piloter les données que vous consommez, piloter les infrastructures que vous déployez et leur optimisation, la façon dont les gens développent et codent, les modèles qui sont choisis. Et donc voilà, donc ça va quand même assez profondément d'être vertueux sur la façon dont on développe de l'IA. Merci beaucoup, Aldric, c'est très complet. Du coup, Bruno, oui, du côté de Swiss Life, pareil, même démarche, même approche de la frugalité? On en fait beaucoup moins en interne et on est beaucoup plus consommateur de ressources, enfin de solutions externes. Donc, en fait, pour nous, la véritable difficulté, c'est d'avoir en tête les ordres de grandeur. Et effectivement, nos providers ne sont pas très transparents à ce stade là-dessus. Parce qu'intuitivement, on pourrait se dire que si on utilise de l'IA pour avoir une data ESG de meilleure qualité ou pour prendre des bonnes décisions sur la manière dont on va décarboner les portefeuilles, c'est nécessairement pertinent. Mais ceci dit, nous, on aimerait quand même bien factoriser cet investissement dans ce qu'on appelle voilà, l'empreinte carbone. Donc en fait, on utilise la notion de carbone embarqué, par exemple, pour les matériaux. Et ben, en fait, les requêtes IA, ou en tout cas les services rendus par l'IA dès la phase d'aide à la décision et tout au long du processus de conception, pourraient être factorisés là-dedans. Et donc je pense que c'est là-dessus qu'il y a encore quand même beaucoup de progrès à faire. Merci. Et du coup, il nous reste 2 minutes 40. Si on passe un peu sur la vision prospective, Grégoire? Si ça doit être le mot de la fin et que vous avez une chose à retenir, c'est le fait que nous, on est très excités par ce que l'IA va apporter. Alors effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait que ça doit être fait avec du bon sens, sur des choses sur lesquelles on ne peut pas utiliser une autre technologie. Et bien sûr, il y a pas mal de process où ça ne marche pas, effectivement, où on utilise beaucoup plus de quantitatif et puis d'algorithmes prédictifs. Mais sur l'essentiel, je pense que la finance durable a ce besoin aujourd'hui de relier toute la partie analyse qualitative et quantitative, que ici l'IA est essentielle pour pouvoir aller faire de la finance durable à très grande échelle. Nous, en tout cas, on a des très bons résultats là-dessus et on serait ravis d'avoir des partenaires pour nous aider à expérimenter, parce que je suis d'accord aussi, effectivement, que ce n'est que le début de l'expérimentation et l'IA et la finance durable ne sont qu'au début de leur développement. En particulier, un des projets qui nous tient à cœur le plus, c'est l'idée, et c'est peut-être un peu moins sexy que les usages d'IA, c'est l'idée d'avoir une golden source qui soit la plus propre possible et avec une data qualité de la meilleure, du plus grand niveau possible. Si on n'a pas ça, et ça, tous les tests qu'on a faits sont formels, alors ça ne sert à rien d'aller regarder de l'IA. Donc je pense qu'on rentre dans un monde où il va y avoir un fossé qui va s'agrandir entre les institutions financières qui auront fait un travail très fort de mise en qualité de leurs données ESG et celles qui ne l'auront pas fait. Il y a 5 ans, c'était juste une perte de temps. Aujourd'hui, c'est critique et ça veut dire qu'il y a des usages qui vont être complètement inaccessibles si on n'a pas fait ce travail de création d'une golden source en interne. Merci Grégoire. Voilà. Alors Bruno, Aldric, chacun en 10 secondes. Votre vision prospective? Moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est de garder en tête, si vous faites partie d'une boîte qui fournit des services basés sur l'IA, c'est qu'en fait, il faut être capable d'expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un client aujourd'hui, ça ne le bluffe pas du tout quand on lui dit et notre solution est basée sur l'IA. En fait, plus mes providers me disent ça, plus je creuse. Et on s'appuie sur notre direction de la recherche pour comprendre comment les algorithmes fonctionnent, etc. Et on les valide ou pas. Aldric? Nous, on n'arrête pas de dire qu'il y a un concept qui nous est cher, c'est l'adoption maîtrisée de l'IA. Quelque part, au moment de passer devant mon créateur, j'aimerais bien qu'il y ait une balance, il y ait externalité positive, externalité négative, et que ça penche beaucoup plus du côté du positif par rapport aux décisions que j'aurais prises sur ce qu'on fait avec l'IA. Voilà, donc moi, c'est ma vision prospective. Je pense que si on revient à de la maîtrise, c'est ce que tu dis, de mieux comprendre ce qu'on fait. Moi, un des dirigeants que j'ai croisé me disait, si tu ne comprends pas, tu ne fais pas. Bon, évidemment, il faut comprendre un minimum, parce que sinon, ça bloque vite le système. Je pense qu'on a tort, parfois, de renoncer à cette compréhension, à cette maîtrise, au prétexte qu'il y a un côté magique d'une technologie qui est extrêmement disruptive. Voilà.
Merci. Et alors, donc, le mot de la fin, Vincent, Non, mais je à pense 10 ans. oui, ça a été bien résumé par Grégoire, Bruno et Aldric. C'est pareil, moi, repartons de l'humain toujours, déjà une sensibilisation, une formation, le bon niveau de compréhension. Et donc, on a parlé vraiment d'une explicabilité, du sens, donner toujours du sens à tout ça, une maîtrise. Et surtout, la partie plan d'action, parce qu'on parle beaucoup de ESG, de reporting. N'oubliez pas, je reviens un peu à l'état d'esprit aussi de la CRD, du CSRD Green Deal, c'est en fait le sens avant tout, c'est quel nouveau modèle, dans quel nouvel modèle de société voulons-nous vivre, donc de quel type d'interdépendance on veut construire. On parle beaucoup de régénératif, etc. Et en fait, ça pour l'instant, l'IA, j'ai l'impression que c'est aussi un peu la barrière où l'IA n'ira pas et où on a toute notre intelligence collective pour créer ces nouvelles sociétés ou business models. Peu importe comment les... Voilà. Et je pense qu'il y a toute la place, mais pour ça, il faut démarrer par bien comprendre, sensibiliser, accompagner et laisser personne sur le côté.